Vous savez ce qui me fait rire souvent, avant de commencer, je suis en train de planter le décor. Quand vous commencez à parler, il y a des petits plaisantins qui croient que c'est eux qui détiennent ton programme. Et ils vont te dire ce qu'ils pensent. Ou ils veulent que tu fasses ce qu'ils souhaitent. Vous savez, très souvent, j'ai pas voulu utiliser cette image, mais cette image, chaque fois, c'est comme si Dieu me l'amenait à l'esprit chaque fois que les gens viennent verser leur venin, leur stupidité, leur idiotie, leur ignorance. Ils sont heureux d'aller écouter Alain Foucault quand il fait ses publications. Mais les bâtards, il ne viendra jamais à leur esprit tordu ou pervers de dire qu'Alain Foucault est un vidéoman. Alors moi, je voudrais savoir. À la seule différence que j'ai pas travaillé, peut-être au sein de... Alain il travaillait où? Je sais pas où il travaillait. C'était RFI, non, Alain Foucault. Hein? À la seule différence, qu'est-ce que Alain fait de mieux que moi? Deux, il a un carnet d'adresse qui est très long. Il rentre dans les palais présidentiels. Il a travaillé au sein de RFI. À part ça, est-ce qu'il fait mieux les analyses que moi? Je ne crois pas. Est-ce qu'il me dame le pion? Je ne crois pas. Je vous ai toujours dit, moi, je ne veux pas quelqu'un devant moi. Donc, Alain Foucault, au nom de Dieu, je ne peux jamais le mettre devant moi. Billah, je jure sur tout ce qui m'est cher, il n'est pas mieux que moi. Il a deux éléments que je n'ai pas. Il a un carnet d'adresse que je respecte. Il a travaillé à RFI que je respecte. C'est tout. Mais les bâtards n'auront jamais dit à Alain Foucault que c'est un vidéoman. Ils n'auront jamais dit aux journalistes. Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous? Rien. Sinon, d'ailleurs, même, on est plus qu'eux parce que Alain lui fait un montage, il finit, il fait son montage, et puis il publie. Mais nous, on parle en direct. Je parle en direct, après les gens font des montages. Alors, je voudrais vous inviter à aller poser la même question que vous nous posez, à aller poser à Alain Foucault. Le juge va vous répondre là. Moi, je vais vous répondre. Idiot que vous êtes, maudit que vous êtes, taré que vous êtes, pervers que vous êtes, dévergonné que vous êtes, raté que vous êtes, parce que vous avez tout raté visiblement. Quand on n'est pas d'accord avec vous, vous dites n'importe quoi. Encore si vos bêtises avaient un sens. Mais ça n'a même pas de sens. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, comment il s'appelle le petit Ivoirien à Jarasuba, c'est ça? Jarasuba, Ali, c'est Ali Jarasuba, non? Le gars de NCI, là, qui a jeté sa femme et ses enfants dehors, là, et puis il est parti à Satise. Mais là, il n'aurait rien, parce qu'Ali Jarasuba fait le travail, ils sont d'accord avec lui. Et Allah, que Dieu nous aide. Merci beaucoup, mon gars. Oui, bon, Keïta, vous savez, ce qui est intéressant avec Keïta, c'est que l'influence de Keïta, il n'aime pas l'expression influenceur, mais pourtant, il a beaucoup influencé. Beaucoup. Avant, les gens ne faisaient même pas attention. Oui, à part quelques gars qui dessinent animés, les autres là, qui sortent avec Soule de Paris. Bon, Soule même, je ne le comprends pas, hein. Soule, il est en France, mais Chaleur veut le tuer dans sa boutique. Aïe, souvent, tu le vois déshabillé, torse du pays. Eh, petit, il faut mettre climatiseur là-bas, Soule. Tu vois, tu as l'argent, tu as boutique. Il faut mettre climatiseur. Et à la Ganoyambe, c'était juste pour dire, le temps que vous installiez peut recommencer. Alors, on a beaucoup à dire. Qui t'a depuis, on t'a pas vu depuis, je crois, lundi. Pour une seule raison. Pour être honnête. Les commandes ont explosé le plafond. Si je voulais gérer les commandes jusqu'à 10h midi, dormir et puis venir faire direct, ça va être trop compliqué. Donc, j'ai préféré accorder la priorité à ceux qui viennent parce qu'ils ont des soucis. C'est pas que vous n'avez pas de soucis, vous qui venez écouter Keïta, non. Mais ceux qui viennent, qui ont vraiment de sérieux problèmes, parce que ces temps-ci, je suis en train de faire un peu la synchronisation entre les appels et puis répondre aux messages de ce là. Il y a quelqu'un qui s'écrit un petit plaisantin. Je vais venir chez toi, tu vas me consulter. Moi, aller te consulter. Moi, pour aller te consulter. Toi, tu es qui? C'est pas mal parlé, mais c'est des gens qui provoquent. Vous entendez tous les jours Keïta dit, venez à moi avec un diagnostic médical. Et tu viens à moi, je dois me consulter. Ils se croient tellement intelligents souvent. Ils utilisent des voix, on dirait des personnes qui sont vraiment dans les soucis sur le problème. Petit, mais il faut te réveiller. Celui qui t'a envoyé là, ou ceux qui t'a envoyé là, dis-leur que Keïta ne consulte personne. Va voir ton médecin. Il n'a qu'à te dire. Parce qu'en réalité, ils sont pas malades. Ils se croient intelligents, ils veulent piéger Keïta. Est-ce que vous êtes bête ou bien vous êtes idiot? Aïe, que Dieu vous aide.
Réveillez-vous. Priez vos génies, vos idoles, là. Priez-les bien. Parce que moi, je suis dans la faveur et la grâce de Dieu. Quand vous postez vos bêtises la net là, ça rate même pas. Tout ce qu'on me dit, ah, ça c'est des plaisanteries, il faut passer ta route. Donc, je comprends même pas. Mon ami, pardon, faut me laisser avec affaire de son. Mon micro n'a rien, j'ai fait suffisamment. J'ai pas envie d'être désagréable, j'ai trop investi dans cette histoire de micro, pardonnez, s'il vous plaît. Vous m'envoyez en face de mon truc, vous dites, bon, c'est pas grave. Si le son est loin, venez dans Facebook. C'est pas compliqué. On va aller avec. Oh, attendez, il y a un bâtard qui est là. Olivier Kwadjo. Ton papa bâtard, ta maman bâtard. Maintenant, je te chasse de mon direct bâtard que tu es. Idiot. Allez. C'est pas compliqué. Il est parti. Alors, on va essayer dans un premier temps, nous allons faire un effort, une seconde, on va faire un petit retour parce que sur Alain Traoré, Alino que vous connaissez tous, qui n'est plus là, une fois de plus, nous nous inclinons devant la dépouille mortelle et nous prions que Alino repose en paix, que Dieu lui accorde sa faveur. Mais moi, je peux vous le dire, sans risque de me tromper, si je me réfère aux Écritures, que Alino, là où il est, beaucoup parmi nous, le jour où on sera appelé aussi, on souhaite être là où il est. Parce que Alino n'est pas dans le feu. Alino est dans la grâce de Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire et nette. Quand vous subissez ce que Alino a subi, et que la mort s'ensuit, il n'y a plus de jugement entre vous. Dieu vous accorde, c'est un passage libre. Ceux qui sont à l'origine, c'est à eux qui vont répondre de tous vos péchés. C'est ce que Dieu nous a enseigné, c'est ce qu'on nous a dit. Donc si je m'en tiens à cela, je peux dire que c'est vrai que nous pleurons Alino, mais il est heureux là où il est. Il aurait souhaité être là, voir ses enfants grandir. Mais au regard de ce que Dieu lui réserve, et de là où il est mieux placé pour toujours lui-même, si besoin il en est, de prier pour ses enfants. C'est quand vous êtes dans le feu, là, vous ne pouvez pas prier. Mais quand vous êtes dans la grâce de Dieu, que vous regardez les enfants, c'est comme si, par moment, par télépathie, vous communiquez avec vos enfants. C'est des choses qui arrivent. Donc, je voudrais rapidement, ce sera pas trop long sur Alino. On a entendu le procureur, permettez-moi une seconde. Je vais vous ramener ici rapidement. Rapidement, ici. Ok. On va écouter ça rapidement et puis on va continuer. Avant de poursuivre ce communiqué du procureur du Faso près le TGI Ouaga 1, le 1er août 2025, le parquet informait l'opinion publique suite à la plainte formulée par la famille de Traoré Alain Christophe dit Alino Faso, décédé en République de Côte d'Ivoire dans des circonstances non encore élucidées. Une information judiciaire a été ouverte le 31 juillet 2025 dans le cadre de la procédure en cours et faisant suite au rapatriement du corps de notre compatriote le lundi 18 août 2025. Le doyen des juges d'instruction a ordonné une autopsie dont les premiers actes indispensables à la manifestation de la vérité ont été posés le mardi 19 août 2025 par une équipe de médecine légale du CHU. Donc, vous comprenez que déjà, depuis le mardi, pendant que nous parlions, si vous vous rappelez, qu'une autopsie pour la manifestation de la vérité, donc l'autopsie a été faite le mardi 19, le corps est arrivé à Ouagadougou le 18 et le 19, il y a eu l'autopsie. Ils l'ont fait rapidement, le communiqué va le dire tout à l'heure, pour permettre à la famille de pouvoir faire son deuil. Donc, pratiquer rapidement l'autopsie et remettre le corps à la famille d'Alino pour qu'Alino soit enterré avec dignité, n'est-ce pas, dans le respect de ce que je peux dire, hein, vraiment, je préfère m'arrêter là, et je pense que le procureur a très bien fait, je pense que les autorités judiciaires du Burkina ont très bien fait. Le monsieur est mort dans des circonstances, évidemment, l'autopsie va nous révéler ce qui s'est passé réellement avec Alino. Ça fait mal, je vous le dis une fois de plus, ça fait mal, et
voilà des gens, voilà un pays, enfin, souvent c'est difficile quand on parle de la Côte d'Ivoire, souvent c'est très difficile. Parce que les expressions qu'on utilise souvent peuvent prêter à confusion. Mais alors que quand nous parlons de la Côte d'Ivoire, nous ne parlons pas des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui subissent le gourou de ce pouvoir-là. Mais quand nous disons Côte d'Ivoire, c'est vrai, par moment, on a l'impression qu'on met tout le monde dans le même sac. C'est pas le cas, et je voudrais honnêtement m'en excuser auprès des Ivoiriens, dire que ce n'est pas de tous les Ivoiriens qu'il s'agit. Évidemment, il y a des petits ratés, des petits bâtards qui font partie des clics que nous ne ménagerons aucun effort pour les recadrer. Mais quand nous parlons ici, nous parlons des autorités ivoiriennes qui sont des menteurs, des corrompus, des voleurs, des assassins, des criminels et des voyous, des bandits de grand chemin. Quand vous regardez un président de 83 ans, vanter selon lui les mérites des institutions, et vous regardez ce qui se passe, et vous posez la question, est-ce que ce président-là, c'est la malédiction? Comment, à son âge, il peut se permettre encore de mentir jusqu'à ce point? N'a-t-il pas une toute petite dignité? N'a-t-il pas une petite dose de moralité? N'a-t-il pas quelque chose en lui qui dit, quand je fais ça, n'a-t-il pas une conscience en un mot? Parce que quand vous regardez les faits et gestes, mais ce qui est dangereux en fait, c'est quoi? Il est en train de mettre en place ce que lui-même il a appelé, il est en train de former des gens, il est en train de mettre en place une équipe et cette équipe le prend pour modèle à tout point de vue. Et si cette équipe prend Ouattara comme modèle, et vous voyez comment Ouattara vit, comment il ment, comment il manipule, comment il trahit, comment il ment sur Dieu lui-même. Alors vous posez la question, c'est ceux-là qu'il dit, il va faire la passe à une nouvelle génération. C'est ceux-là, sa génération, des gens comme Adjoumani qu'on va écouter tout à l'heure, des gens comme Patrick Hachi, des gens comme Touré Mamadou, comme Kantia, comme Cissé Bakongo, Adama Bitoko. C'est ça là, l'équipe de Ouattara. C'est ceux-là que les Ivoiriens doivent encore supporter, le mépris, le mensonge, la haine. Mais attendez, est-ce que réellement, I can believe it, est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle une relève? À 80 ans, quelqu'un qui n'a pas honte de mentir à la face du monde. La question que je me pose toujours, every day, every single day, qu'est-ce que Dieu devrait faire à Alassane Ouattara pour que son entourage comprenne quelque chose? Something's gonna happen. Comment Dieu va le frapper pour que ceux-là, ils comprennent? Comment on peut être aussi méchant, mauvais? Moi, je m'assois, je réfléchis, ça là, à mon frère Aboudia qui dit, sometimes, je réfléchis, je ne trouve même pas de mots pour qualifier la vie tumultueuse de Ouattara. Ce manipulateur, ce conjurateur, ce farceur. Je ne sais même pas quel mot il faut utiliser souvent avec Ouattara. Tellement. Et puis je m'assois, je le regarde, je dis, mais attendez, depuis que je suis né, j'ai dépassé quand même les 50, je suis au-dessus des 50. Mais je regarde autour de moi, pour moi-même, vous savez, il y a des gens, il y a une ethnie, j'oublie le nom de l'ethnie, mais c'est pas une seule ethnie. En Afrique, il y a dans certaines coutumes, dans certaines cultures, au sein de certaines ethnies, quand vous mentez, ou bien quelqu'un dit que vous êtes un menteur. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui se donnent la mort tout simplement parce qu'on a menti sur eux. C'est-à-dire l'humiliation. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter l'humiliation. Ils préfèrent mourir que de subir l'humiliation.
Mais alors, quand vous regardez la machine RHDP, quel genre de politiciens ils sont en train de fabriquer? Alors, je vous ai dit que Dieu va humilier Ouattara. Mais j'ai dit ça, vous vous souvenez, il y a des années. Mais je ne savais pas que la mort d'un compatriote, parce qu'Alino est un compatriote, allait être un des éléments déterminants sur la psychologie, la mentalité, la moralité et la probité de ce président idiot, voleur et criminel. Pour le moment, on dit qu'on a fait une autopsie. Mais le communiqué ne nous dit pas, d'abord, avant même de faire l'autopsie, comment était le corps d'Alino quand ils ont regardé. Évidemment qu'il y avait des traces de violence. Pour le moment, on n'en parlera pas parce que, comme elle a dit, tous les éléments seront versés dans le dossier puisque la famille a porté plainte. C'est quand on aura tous les éléments en main que la plainte sera posée contre l'État de Côte d'Ivoire. Torture, violence, coups et blessures, meurtre. C'est ce qu'on appelle je préfère ne pas utiliser l'expression, mais donne-moi une seconde. Attendez, bâtard, tienné, mangua tienné. Ta mère bâtard, ton père bâtard, toute ta famille bâtard. Nyamukodé, Djoutaraboua Dangate. Sors de mon direct bâtard que tu es. Allez, va te faire voir ailleurs. Moi, j'ai fini. Donc, quand vous regardez la réalité, voilà, et l'autopsie va nous montrer une part de vérité. Pas toute la vérité, mais une part de vérité. Vous comprenez? Une part de vérité. Donc, quand on va faire l'autopsie a été faite, mais avant l'autopsie, comme je disais tout à l'heure, quand vous, ceux qui ont fait l'autopsie, les médecins certainement, ils sont tenus par le secret professionnel, ils vont pas parler, mais je suis convaincu que quand ils ont posé le regard sur le corps d'Alino, certains ont dû couler des larmes, ce qu'ils ont vu, la violence qu'ils ont vue, la haine qui était, le corps d'Alino exprime tout ça, cette haine, cette violence. À défaut d'atteindre le capitaine, c'est Alino qui était la cible. Puisqu'on demandait à Alino d'indexer le président en disant que c'est lui qui donnait des fausses informations au capitaine. Ils avaient une obsession. C'est de dire que le capitaine, tout ce qu'il a dit sur la Côte d'Ivoire était basé sur du faux à partir d'un élément, c'est-à-dire quelqu'un qui donnait de fausses informations au capitaine. Si Alino a subi autant de violence pendant les 7 mois, c'est parce qu'il n'a voulu jamais indexer son président, encore moins son pays. Et sa famille va je suis sûr que sa famille, en regardant le corps d'Ali, comprendront ce que, pendant 7 mois, ce qu'il a enduré. Mais il n'a pas trahi le Burkina. Il n'a pas trahi sa patrie. Il n'a pas sali le nom de sa famille. Et il n'a pas fait de compromission. Mentir pour sauver sa peau. Il a assumé jusqu'au sacrifice ultime. Nous rendons encore toute la gloire à Dieu et nous prions encore que Alino trouve le repos auprès de son Créateur après ces violences, ces tortures et ce meurtre qui a été commis parce que tout simplement il a refusé de mentir. On voulait qu'il mente. Au moins si c'était la vérité, il allait dire la vérité, mais on voulait qu'il mente pour salir Ibrahim. Ils avaient juste besoin de cette déposition-là. Et là, ils allaient distribuer à tous leurs activistes sur les réseaux, et Ibrahim, c'était fini. Mais Alino ne leur a pas donné cette fleur, il ne leur a pas fait cette faveur. Je pense que Alino est mort en héros, en combattant, parce qu'il a gardé la tête haute et il n'a pas trahi son pays. Et je voudrais que le Burkina se rappelle de cela, que les autorités burkinabées se rappellent de cela. Il n'a pas voulu salir le président, encore moins son pays. Il a assumé jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, qu'on se souvienne de cela. Mais l'autopsie va nous révéler toute la vérité. Si un jour, on doit être face à la vérité, on va nous révéler, parce que même quand on fait l'autopsie, il y a Alino sera mis en terre, ça c'est sûr, mais il y a des images qui vont rester. Les images vont rester. Dans quelles conditions ils ont trouvé le corps?
la barbarie qui a été exécutée, la haine qui a été exécutée, comment il a été torturé jusqu'à mort. L'autopsie va le révéler, mais avant même que l'autopsie me parle, les médecins légistes ont vu le corps d'Alino. Et je suis convaincu que beaucoup parmi eux n'ont pas pu retenir leurs larmes face à ce qu'ils ont vu, ce qu'il a enduré. Quelqu'un qui était plein de vie, quelqu'un qui aidait son semblable, qui luttait pour le Burkina à travers son organisation. Tout simplement parce qu'il a pris photo à elle, le capitaine, il aime son pays, donc c'est un traître. Nous disons, une fois de plus, qu'Alino repose en paix et nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille. L'autopsie a été faite, ce que nous avons, personnellement, ce que j'aurais beaucoup aimé, ça a été fait. On attend les résultats, on attend qu'est-ce que le Burkina va décider après, au regard des résultats de l'autopsie. Ce qui sera dit, on sera informé. Et Dieu merci, si les institutions sont telles que Ouattara le dit, l'autopsie va pas le révéler. Alors, ça c'était la page Alino. Dieu merci, il est rentré. Et on prie que les choses évoluent, que les choses se précisent sur ce qui s'est réellement passé à l'école de la gendarmerie. Qu'est-ce qui a causé sa mort? Parce que vous savez, moi je me suis dit, si la Côte d'Ivoire recherchait véritablement la vérité, comme l'a fait croire le procureur, parce que nous avons fait plier le procureur, il est revenu se dédire. Vous dites, il est mort parce qu'il s'est donné lui-même la mort, il s'est suicidé. Et puis vous revenez, on va chercher à savoir ce qui s'est passé. Il voulait gagner du temps, parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus garder le corps d'Alino. Pour eux, Alino est quelqu'un d'un bon, il n'est pas connu, mais ils n'ont rien compris encore dans comment le monde évolue. Ils n'ont rien compris encore. Je n'ai jamais vu Alino de toute ma vie, on ne s'est jamais parlé, mais j'ai fait de sa mort mon combat. Parce que les conditions dans lesquelles il a été tué, on a besoin de savoir la vérité, sa famille a besoin de savoir. Et nous, au Burkina, on veut savoir ce qui s'est passé. C'est tout. Alors, si réellement la Côte d'Ivoire voulait la vérité, vous croyez que le procureur allait demander dans la démarche, le procureur d'Abidjan allait diligenter certainement la justice ivoirienne, un médecin légiste ou des médecins pour accompagner le corps et demander aux autorités burkinabées que les médecins légistes ivoiriens participent à l'autopsie aux côtés de leurs frères, confrères du Burkina Faso. C'est pas ce qui a été fait. C'est ce qui logiquement aurait dû être fait. Ils ne vont pas intervenir, mais ils vont assister leurs frères, faire l'autopsie, pour que toute la lumière soit. Mais pourquoi Abidjan n'a même pas envoyé quelqu'un? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils savent déjà, ils commencent à préparer déjà leur réponse. Ils commencent déjà à préparer, à réfuter tout. Alors qu'ils avaient la possibilité, ce n'est pas à nous de leur dire. Dans la mesure où on a demandé que le corps nous soit restitué et que le corps, ils savent bien que nous allons, puisqu'ils sont au courant que la famille au Burkina avait porté déjà plainte. Et pour dire que la mort n'était pas aussi que ce qu'ils ont dit. Abidjan pouvait dire d'accord, nous allons faire accompagner le corps avec un ou deux médecins légistes qui resteront le temps de l'autopsie. Et quand l'autopsie, quand ils seront pas faits, ça va finir, eux, ils rentrent, ils sont pas obligés. Mais au moins, pour montrer leur bonne foi, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ils se préparent à mentir. Ils se préparent à contester. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons aucun intérêt à manipuler la mort de quelqu'un pour créer des troubles avec la Côte d'Ivoire. On ne le fera pas. Mais la famille d'Alino a besoin de savoir dans quelles conditions Alino est mort. Si les Ivoiriens voulaient véritablement la vérité, s'ils voulaient la manifestation de la vérité, s'ils n'avaient rien à se reprocher, je vous jure qu'un médecin ou deux médecins légistes allaient accompagner le corps d'Alino pour que l'autopsie. Mais c'est parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Tini Brema sait ce qu'il a fait, puisque la gendarmerie est sous la responsabilité du ministère de la Défense. Et lui, il est le fils, frère, voleur, criminel, assassin, kleptomane, manipulateur d'Alassane Ouattara. Donc, c'est sous sa responsabilité qu'Alino est mort, puisque le corps de la gendarmerie est sous la direction du ministère de la Défense.
Mais on n'a pas entendu dire qu'on va interpeller. On n'a pas entendu le procureur d'Abidjan dire on va interpeller le directeur de l'école de la gendarmerie pour savoir ou le responsable de la prison de l'école de la gendarmerie. On n'a entendu aucune enquête lancée à l'école de la gendarmerie, ni contre ceux qui surveillent ou surveillaient, ni contre, en un mot, la gendarmerie devait être épinglée par le directeur de l'école de la gendarmerie, le responsable de la prison, les gardes pénitentiaires, tous ceux qui sont impliqués. Mais rien n'a été fait en Côte d'Ivoire et rien ne sera fait en Côte d'Ivoire parce que tout a été fait avec l'ordre de Ténébrema. Donc rien d'autre ne sera fait. Nous, au Burkina, on aurait pu dire, ah, la Côte d'Ivoire est en train de nous montrer la voie en recherchant la vérité. Parce que quand quelqu'un meurt dans une cellule à l'école de la gendarmerie, c'est le directeur de l'école de la gendarmerie d'abord qui est interpellé. Comment cela a pu se passer sous sa responsabilité? Mais le directeur, alors c'est comme si rien ne s'est passé. Apollo, Moudia, vous vous amusez. Nous, c'est vrai, on dira, ah bon, c'est les gens sur les réseaux. Dieu merci, on est sur les réseaux. Vous là, hey, ah. Bon, nous on parlait, on s'arrête là. Donc, le directeur de l'école de la gendarmerie est impliqué. On aurait dû voir au niveau d'Abidjan une procédure au niveau de l'école de la gendarmerie, mais rien n'a été fait. On nous a balancé un communiqué faisant croire que le procureur va enquêter. Mais un procureur civil ne peut pas enquêter dans une école militaire, ce n'est pas possible. C'est là aussi qu'il faut faire beaucoup attention. Je répète, un procureur civil ne peut pas, ils le savent très bien, mais ils croient que ils ont tellement affaire à des analphabètes, à des ignorants. Moi, je suis votre pire cauchemar, bâtard que vous êtes, à commencer par Ténébrema jusqu'au peloton, jusqu'au plus petit minable de l'école des Arabes. Je suis votre cauchemar. Vous croyez qu'on va tomber dans vos bêtises là? Vous croyez que dans nos têtes là, moi là, mon papa travaille son argent, il a gagné, ça l'a su. Donc elle m'a mis à l'école là. Ce n'est pas pour aller faire figuration. Je n'étais pas figuratif. Je suis allé pour apprendre. Et Dieu merci, Dieu lui-même a complété l'apprentissage scolaire avec sa propre méthode de compréhension des choses. Un procureur civil va aller enquêter dans un meurtre qui s'est produit dans une école militaire. Vous avez vu ça où? Ça c'est en Côte d'Ivoire, on peut faire ça. Ouais, va dire comment, ce Keïta là, comment il est né. Et puis il arrive, quand on mélange tout, on pense qu'on a fini, et c'est lui qui vient qui. Je dis, je sais pas, mais vous êtes pathétique. Vous ne me connaissez pas encore. Je m'appelle Keïta Chekouba, fils de Gaussou Keïta et de Mariam Diallo, le baobab de Dieu. Vous n'avez rien compris encore. Je voudrais qu'on m'explique. Depuis quand un procureur civil, le procureur général va mettre sa bouche dans ce qui se passe, dans une école militaire. Vous savez ça où? Vous savez ça où? Il faut vraiment l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Quand on vous dit que vous êtes ignorant, analphabète, vous ne connaissez rien. Merci Boubacar. Merci Boubacar. Voilà la preuve qu'elle est là. Quand on dit qu'on est sérieux, ils se fâchent avec nous. Quand on dit qu'il n'y a rien dans leur tête, on m'insulte. Mais voilà la preuve qu'elle est là. Mais depuis l'affaire a commencé, on n'a pas entendu le procureur militaire parler une seule fois. Le procureur militaire que je connaissais, c'était Ange Kessi. Je ne sais pas s'il est toujours là. C'était Ange Kessi que j'ai toujours connu. Mais alors, ils ont fait exprès pour mélanger. Parce que quand ça va arriver quelque part, le procureur va dire, moi, mais je n'ai pas compétence à faire ça. Mais vu que le procureur militaire lui-même n'a pas été saisi, lui va vous dire maintenant, on vient de me transmettre le dossier, je dois étudier le dossier d'abord. Vous voyez comment il veut nous manipuler? T'es vraiment idiot, bête que tu es. Soulard, ton ventre, ta gueule qui pue la merde, la dangadine. Toi, tu crois que tu peux nous doubler Ténébrema? Moi, j'ai fini pour moi ici. Mais Abou, je connais, j'ai dit, la Côte d'Ivoire, là, je le connais ici. Quand je dis je connais, les gens pensent que je me vante. Au takoui, nous donner. Je dis, je répète une dernière fois. Pourquoi le procureur civil, là, quand on va arriver un moment, il va dire sa compétence ne peut pas aller là-bas. Après, il va dire quoi? Le procureur militaire va dire, je viens de recevoir le dossier, je dois étudier le dossier. Et puis, ça va les mettre à Tita Rochi. Mais je le connais. Ça, c'était préparé minutieusement. Pourquoi c'est le procureur civil qui parle? Pourquoi c'est le procureur général qui parle?
Alino n'est pas militaire, c'est vrai. Mais regardez la complexité de la chose. Ça s'est passé dans une école militaire. On nous dira, ah, comme il n'est pas militaire, le procureur militaire ne peut pas s'impliquer parce que c'est un civil. Mais pourquoi vous le détenez là-bas alors? Pourquoi vous le détenez dans un cadre militaire, sachant qu'il n'est pas militaire? Pourquoi? Pourquoi vous l'avez détenu là-bas, sachant qu'il n'est pas militaire? Il aurait dû, si c'était une manifestation de la vérité, premier-moi. C'est quelle vérité vous cherchez, vous n'avez pas eu. Premier mois, deuxième mois, troisième mois. Mais attendez, dans ces conditions-là, il y a la violation même de l'école, de la procédure même militaire même est violée. Si c'est un terroriste qu'on a pris, que vous voulez interroger, il y a une procédure, je crois bien. Puisque il y a ce qu'on appelle comment vous appelez en Côte d'Ivoire? Il y a un procureur du terrorisme, c'est pas ça? Puisqu'il a été, enfin, il y a un procureur pour ça. Donc, vous avez un procureur pour les terroristes. Vous avez un procureur général. Alino était dans quel cas alors? Mais s'il n'est pas militaire, pourquoi vous l'avez gardé là pendant 7 mois? Alors qu'il n'est pas militaire. On peut nous dire pour des besoins de la manifestation de la vérité, mais c'est combien de mois qu'il vous faut pour la manifestation de la vérité? Pourquoi tout ce temps? Parce que, à la maison d'arrêt de correction, ce que vous avez fait à Alino, vous n'allez jamais être capable de le faire s'il était à la Maca. Vous l'avez gardé là-bas parce que vous voulez le torturer. Parce que vous voulez le violenter. Parce que vous voulez l'obliger à dire ce qui n'est pas vrai, à mentir sur le capitaine Ibrahim. Vous l'avez gardé parce que vous n'avez aucun respect ni pour les tests, ni pour la loi en Côte d'Ivoire. Vous l'avez gardé en violation de toute la procédure militaire en la matière. Il n'est pas militaire. Pourquoi? C'est dans une école militaire, vous le gardez. Si c'est un terroriste, c'est pourquoi les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Guantanamo parce qu'ils ne voulaient pas que des terroristes soient jugés sur le sol américain ou gardés sur le sol américain. Ils ont pris Guantanamo, ils ont gardé les terroristes là-bas. Mais si vous l'avez gardé, premier mois, deuxième mois, troisième mois, c'est quelle vérité vous recherchez? 4 mois, 5 mois, 6 mois? Je suis désolé. Vous avez violé toute la procédure et vous avez fait exprès. Parce que là, ici, le procureur militaire va vous dire, je ne suis au courant de rien, et c'est un civil, je n'ai pas été informé, je ne suis au courant d'aucune procédure. Maintenant, le général, là, le bâtard, là, Moumi, là, il va dire, blablabla, il va dire, arrivé à moi, mes compétences s'arrêtent ici. Mais là où ses compétences s'arrêtent, c'est là où commence la compétence du procureur militaire. Et lui, il va dire, je suis au courant de rien. Vous êtes pathétique et pitoyable. En Côte d'Ivoire, c'est pas vrai. Nous, dans tous les cas, faites ce que vous avez à faire. Nous aussi, nous ferons ce que nous avons à faire au niveau du Burkina Faso. Alors donc, on va continuer en disant ceci. Dans un premier temps, d'abord, je vais revenir rapidement sur l'arrestation. On vient de clore pour aujourd'hui le chapitre d'Alino. Je vous ai dit chaque jour que Dieu fait, on va essayer de dire 1 ou 2 mots sur la situation d'Alino, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. On fera notre petit combat. Parce que je dis, je me le reproche, parce que je n'ai pas suffisamment fait pour Alino quand il était en détention. Et ça me ronge. Ce qui fait que j'ai décidé, c'est vrai que c'est sa mort, j'aurais souhaité le faire de son vivant. Malheureusement, j'ai pas pu. Donc, je me suis donné pour des obligations de chaque fois en parler. Jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour sur les circonstances troubles de sa mort. Voilà, donc excusez-moi, on va continuer avec le deuxième volet de notre intervention. On a tellement de volets aujourd'hui parce que mardi, mercredi, ça fait 3-4 jours, j'ai pas parlé, c'est pas ça. Je voudrais d'abord, une fois de plus, mais vraiment m'excuser parce que les commandes sont... Quand je regarde même, j'ai peur moi-même. Quand je me réveille et puis je vois les cours, j'ai peur moi-même. J'ai dit waouh. Donc tout à l'heure, là, quand on va faire le direct, je dois commencer à préparer pour les livraisons. Il y a plein de livraisons que je dois, tout à l'heure, quand on va finir, je vais travailler jusqu'au petit matin. Mais d'ici là, on est ensemble d'abord. On va pas faire direct, non. Keita va prendre le temps que cela va prendre pour faire le direct que vous connaissez comment il fait, avec respect et information à la clé. Donc, j'ai bien envie de commencer avec le dépôt des candidatures de Jean-Louis Billon, de revenir aux insultes
d'Adjoumani qui a pris le temps pour insulter le président Koudou Laurent Gbagbo et le président Tidjadja. Mais permettez-moi d'abord de faire un petit retour en arrière. Ce que les gens voulaient obtenir, permettez-moi, je vais voir si je peux vous le faire voir. Il y a quelque chose qui m'a un peu. Je voudrais vous montrer quelque chose. J'espère pouvoir vous le montrer. Je dis, j'espère pouvoir vous le montrer, hein. Il y a, permettez-moi. Il y a une image que je voudrais partager avec vous. Cette image, elle est, c'est pas grave, je ne retrouve pas l'image. Donc, oh là là, je n'arrive pas à retrouver, c'est pas grave. Les gens sont en train de lancer, des, je voudrais dire tout simplement aux Maliens, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, parce que la manipulation a commencé. Faites beaucoup attention. À défaut d'avoir peut-être manqué en leur soi-disant coup d'État, c'est l'image de ce général qu'on utilise tous les jours et on essaie de montrer pour dire que les Maliens soutiennent le monsieur. On utilise même Mopti, je crois, si je ne m'abuse. Hein. J'ai vu quelque part que les gens de Mopti, blablabla, veulent marcher pour demander la libération du général. Mais je voudrais dire aux Maliens, je ne sais pas, comment je parle pas Bambara, très souvent, beaucoup de Maliens n'ont pas, peut-être, ils se disent, ah bon, ils parlent trop français, nous on est blablabla. Moi, je ne suis pas, je me bats pour le Mali, mais je n'appartiens pas au Mali. Moi, j'appartiens au monde. Donc, je parle un langage que des milliards de personnes peuvent entendre. Ça ne me sert à rien de parler le Bambara juste pour le Mali. Je parle pour que les gens comprennent ce qui se passe chez nous. Parce que ce que vous semblez peut-être ignorer, les petits idiots des Camerounais, des petits idiots de Togolais qui ont des petites télévisions qu'ils appellent télévisions panafricaines, ils participent à la désinformation. Aussi bien au Cameroun, au Togo qu'en France. Ils ont aussi une télévision en France qu'on appelle Télé Sud Global, quelque chose comme ça. Donc, il est important pour moi de temps en temps que quand je vois ces genres de choses, je ne peux pas passer ma vie à parler à Bambara pendant que eux ils sont en train d'intoxiquer. Ceux qui parlent à Bambara ici vont le faire, mais moi, mon message s'adresse au monde et non au Mali seulement. C'est à l'extérieur, même si je suis au Mali, c'est au monde que je parle. Donc, on veut nous faire croire qu'il y a ceci ou il y a celui-là. Moi, je ne connais pas trop les ramifications de ce monsieur. Je le connais pas, pour être honnête. Ma première fois de le voir, c'était la photo qu'on a publiée. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais côtoyé. Je ne sais même pas que quelqu'un de ce nom-là existait, et même le général dans l'armée malienne. Je ne savais rien de lui. Et du coup, quelqu'un que je n'ai pas vu dans ce combat que nous avons mené, parce que quand même, ça fait un bout de temps qu'on mène ce combat aux côtés d'Assimi Goïta. Quelqu'un dont je n'ai même pas entendu le nom de toute ma vie, à l'exception de la dame. Lui, jamais. Alors, du jour au lendemain, on vient me faire croire que c'est, voilà, c'est l'ange que Dieu a envoyé, et qu'en cours de route, la transition l'a arrêté. Moi, je veux qu'on m'explique un peu. Donc, je voudrais que les gens fassent beaucoup attention. Il y a de la manipulation. Parce qu'ils ont échoué. Alors, moi, je vais dire une ou deux choses rapidement. Ce coup d'État manqué. En réalité, vous allez être surpris de ce que je vais dire. Ce coup d'État, en réalité, ce n'était pas un coup d'État. Tiens, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je vais vous expliquer. En fait, selon ma modeste petite compréhension, les gens voulaient créer un doute. Merci, c'était la manipulation. Ils ont choisi des gens. Et ils ont fait croire à ces gens-là qu'il y avait une possibilité de changer le pouvoir. Celui-même qui a été mandaté, l'agent secret que la France refuse aujourd'hui de reconnaître l'implication. Lui-même, il ne connaissait même pas toutes les ramifications de ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé de recruter
et de procéder à la déstabilisation. Voilà ce que lui, on lui a dit. Et c'est en fonction de ça que lui, il a travaillé, il a commencé à recruter, il a commencé à fréquenter les Grecs. Mais la France savait pertinemment que le coup n'allait pas aboutir. En fait, il était sacrifié avant même qu'il ne commence sa mission. Il a été sacrifié avant qu'il ne commence sa mission. Parce que les gens voulaient tester voir, soit il réussit, soit il échoue. Donc cette manipulation-là, eux, ils allaient en faire une récupération pour commencer à salir. C'est-à-dire l'objectif réel. Ils voulaient quelque chose comme ça, mais ils se disaient que ça ne va pas aller quelque part avec le renseignement malien, ça sera compliqué. Mais c'était pas ça leur objectif. Leur objectif, c'était, quand ils vont arrêter, qu'est-ce qu'eux vont faire? Quand ça va échouer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils se sont préparés à ce que ça échoue. Et l'échec leur donne une position, leur donne de la voix pour parler. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Vous avez vu le petit maudit, Maliki Konaté ou bien quoi là même là sur les plateaux. Vous avez vu? C'est la preuve. Vous avez entendu comment quelqu'un, si c'est pas un bâtard, comment quelqu'un, tu peux haïr ton pays jusqu'à ce point. Pour qui? Qui ne connaît pas la France? Si ces petits bâtards pensent qu'ils ont, c'est quoi ça? Tu vas déchirer ou quoi? Ferme la porte là. Tu vas déchirer, c'est quoi ça? Donc, si réellement, je répète, si réellement, la, quoi? Est-ce que moi tu as besoin de me demander pour ça? Je vais aller tout te demander, depuis quand tu demandes, tu fais tes trucs là, c'est quand je suis en direct, tu vas me le demander. Tu fais toujours tu prends tes trucs là, tous les jours, tu me demandes. Mais alors pourquoi tu vas me fatiguer? Donc, je reviens encore. Lui, il y a quoi? C'est son jeu, il fait semblant de venir demander, alors qu'il n'a même pas besoin de me demander. Lui, tu amènes quelque chose, tu retournes, tu viens, tu as trouvé qu'il a tout fini. Mais quand tu as direct, c'est là, il va venir faire un tas de savoir pour dire qu'un enfant doit toujours demander la permission. C'est-à-dire que, il essaie de me doubler devant vous, quoi. Mais pourtant, quand je suis pas en direct, je suis assis, je suis en train de travailler sur mes commandes. Quand il lève la tête, tu trouves qu'il a déjà, tu envoies les classes là, il a déjà fini. Alors, juste une petite parenthèse. Donc, regardez bien ceci, écoutez bien. Malik manipulé et le petit blanc manipulé. L'objectif recherché, c'était ça. Salir la transition. Salir Assimi Goïta. Vu qu'ils ont essayé par les terroristes, ils ont du mal à atteindre les objectifs. Ils ont essayé en fermant les robinets des institutions financières, ils ont du mal à atteindre l'objectif. La seule chose qui reste, c'est de discréditer la transition malienne. Et puisqu'ils n'arrivent pas de l'extérieur à déstabiliser avec tout ce qu'il faut commencer à frapper de l'intérieur. Donc, ils savent que ça ne va pas réussir, mais il faut qu'ils créent le doute au sein des forces armées, au sein de la population. Il faut pourrir le fruit de l'intérieur pour que le cancer se propage. Et c'est comme ça qu'ils ont travaillé. Ils n'ont pas travaillé dans l'intention de voir. Ils savent ils savent très bien qu'ils ne pourront pas faire tomber le régime d'Assimi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à déstabiliser le régime de l'intérieur. C'était ça l'objectif recherché. C'était pas qu'ils arrivent ils savent que c'est pas possible, ils savent. Mais créer le doute. Parce que le général, le soi-disant Abbas là, je crois, il a des hommes. Moi je connais pas. Il a des éléments. Tous ne sont pas d'accord avec lui par rapport à ce qu'ils ont entendu. Mais certains, avec l'intoxication de l'extérieur, auront du mal à avoir la vérité. Et moi, je voudrais, sur ce point-ci, là, je voudrais d'abord remercier le procureur qui a en charge le dossier de Shogel Kokala Maïga. Pourquoi? Une parenthèse. Le procureur a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, tout le long de la procédure, sans violer le secret judiciaire, sans violer la procédure, à chaque étape, je viendrai donner des informations sur le déroulement de la procédure avec Shogel. C'est ce que j'avais demandé
au procureur de la cybercriminalité. On n'a pas besoin de toutes les informations, mais il est important souvent pour que les gens comprennent ce qui se passe, que des informations soient données. Et le procureur, par rapport à Shogel, je ne savais pas il y avait quoi, je crois qu'il y a, après les audits du vérificateur général, je crois qu'il y a un tour de 2 milliards, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai lu. Hein. Donc, c'est sur cette base-là que le procureur, je crois, il a estimé que il faut le placer en détention. D'accord? Bon, les gens sont en train de dire ce qu'ils veulent. Moi, il y a des détails, il y a des informations que amusement pas, je rentre pas dedans comme ça. Je ne vais pas pour la vérité, ça c'est clair. Mais quand je n'ai pas tous les éléments, je n'interviens pas. Et en ce qui concerne Shogel, je n'ai pas tous les éléments. Mais par contre, ce que j'ai apprécié, le procureur dit, il a fait le point. Il a fait le point et il dit chaque fois, il viendra pour faire le point. Et quand c'est comme ça, on n'a pas de problème, il n'y a pas de manipulation. C'est ce que nous demandons à nos procureurs. On ne dit pas de rentrer dans le secret de choses, de la procédure, mais de donner des informations utiles pour éviter les manipulations, l'intoxication, la désinformation. Et le procureur qui est en charge de ce Shogel, il a été clair, il dit c'est comme ce qu'on va faire. Et moi, je n'ai aucun problème avec. Si déjà on dit, il y a eu des audits et il y a un tour de 2 milliards. Shogel dit, je ne me reproche rien. Que la procédure sur son cours, plus que Shogel sorte la main haute. S'il n'a rien à se reprocher, c'est fini, voilà. Il n'y a rien. Moi, je pense pas qu'il faut venir dans ça, entretenir la polémique inutilement. Je ne le ferai pas, j'ai pas le temps pour ça. Et je pense que Shogel, même si je dis que Shogel c'est un opposant politique, je ne vais pas applaudir parce qu'il a été placé en chose. Il y a un mandat de dépôt, je ne vais pas applaudir. Pourquoi je vais applaudir? Je ne vais pas applaudir, c'est être méchant. C'est être jaloux. Moi, je ne le ferai pas. La procédure sur son cours, je respecte la procédure. Et puis, je regarde. Je n'interpréterai que ce que le procureur va donner comme information. Je n'irai pas moi-même me lever et puis dire, voilà. Non. Là, c'est contraire. Là, personnellement, je ne le ferai pas. Donc, je voudrais d'abord remercier le procureur pour avoir pris cette décision. Et il dit, à chaque étape de la procédure, il va faire un point de presse. Merci au procureur. Et nous restons attentifs pour accompagner si nécessaire, si utile. On n'est pas obligé d'en parler, mais si j'estime qu'il y a quelque chose que je peux dire, je le dis. Mais si j'estime que j'ai rien à dire, je dirai rien. C'est tout. Voilà. Donc, au niveau, je vais clore rapidement avec cette histoire de tentative. Donc, c'était de la manipulation. Et à partir de l'extérieur, il y a des, comment vous dites ça? Il y a des narratifs qui ont été préparés pour salir l'image de la transition. Vous n'avez qu'à écouter Malik une dernière fois pour vous rendre compte. Abbas savait très bien qu'il se blaguait lui-même. Il allait partir où? C'est pourquoi il est fondamental quand même, sauf. C'est vrai que nous, on va pas dire bravo, mais moi je demande à nos forces, enfin, je n'ai pas besoin de le demander, c'est des choses qu'ils savent. Et beaucoup parmi eux, certainement vous diront qu'ils ont été un peu choqués et déçus de l'attitude d'Abbas. Il n'aurait pas dû. Parce qu'il a cru naïvement que la France pouvait l'aider. Ça veut dire que ça vienne des Maliens eux-mêmes. Moi, je peux accepter ça, je peux comprendre ça. Mais que ça vienne de l'extérieur, mais je suis un peu étonné. À quoi ça allait aboutir? Prendre le Mali et le remettre entre les mains de la France. C'était ça. Bon, est-ce que lui-même, il serait d'accord avec ces hommes en armes? Est-ce qu'il serait d'accord avec ses frères d'armes? Avec le parcours qu'on a traversé, le parcours, tout ce qu'on a fait, et puis arriver à ce point? Le Mali qui n'avait même, mais écoutez, le Mali n'avait rien. Rien du tout. Donc si on a quelque chose aujourd'hui en termes d'équipement militaire, pour que le Mali aujourd'hui décide de tout ce qui se trouve désormais sous la terre, ressources naturelles, peu importe, désormais ça appartient au Mali. Vous êtes passé de 10% à 46%, dans d'autres cas à 56%, dans d'autres cas à 60%. Mais attendez, qu'est-ce qu'on va reprocher encore au président? De 10%, vous êtes passé à ce niveau-là. Une armée qui n'avait rien, qui atteint ce niveau, qu'est-ce que réellement il est? Donc quand vous regardez de près, vous savez très bien que l'objectif n'était pas de faire tomber le régime parce qu'ils ne pourront pas, par la grâce de Dieu. Mais l'objectif, c'est d'utiliser des hommes en armes pour créer la confusion au sein des forces armées et au sein de la population.
Donc, faire pourrir le fluide de l'intérieur. Puisque à l'extérieur, ils ont échoué. Maintenant, il faut envoyer les enfants du même, c'est-à-dire que les malins s'entre-déchirent entre eux. C'était ça. Et je vous jure que ce serait pas joli si jamais il y avait un début d'exécution. Non, ça n'est pas de beau à voir. Ça allait être compliqué, difficile. Parce que la fracture allait être telle que pour pouvoir réconcilier les malins, ça allait être très difficile. Et Dieu merci, on n'en est pas arrivé là. Donc tout ça, quand vous voyez des gens à l'extérieur, ça ne pas. Mais la vérité, nous la connaissons. Donc nous disons infiniment merci à nos serviteurs de renseignement, qu'ils continuent de travailler d'arrache-pied et que Dieu continue de faciliter le reste. Ça, c'était la deuxième partie. La dernière partie de notre intervention, ça c'est la Côte d'Ivoire. Asseyez-vous, parce que là, c'est la Lamborghini qui va démarrer en trompe. Hein? C'est un V12 ou un V16 qui va décoller en force. Nous allons maintenant attaquer la Côte d'Ivoire de plein fouet. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Wow! Wow! On a vu Jean-Luc Billon aller déposer sa candidature. Mais de qui se moque Jean-Luc Billon? Et on a vu des gens, on a vu encore, au sein du PDC encore, on a vu des gens qui disent, il faut, tiens, PDC, que Dieu aide ce parti-là, c'est pas vrai. Alors, la petite pause, et puis on va commencer la dernière partie de notre entretien sur la Côte d'Ivoire. Il y a des choses que je dois faire écouter. Adjumani a parlé. Il a insulté le président Thiam, il a insulté le président Kodo Laurent Gbagbo. Vous allez écouter ce que Adjumani a dit. Et puis, vous vous rappelez, je vous avais dit que les Nations Unies avaient demandé à la CPI de voir ce qu'elle peut faire parce que, avec ce qui se prépare en Côte d'Ivoire, il y a des organisations, ce que vous appelez ONG, qui ont été pistonnées, qui doivent travailler dans la plus grande discrétion pour récolter des informations sur les violations des droits de l'homme, enfin tout ce que les exécutions extrajudiciaires, tout ce que vous pouvez, les enlèvements. Donc on a demandé à certaines organisations, je ne les connais pas, je vous donne seulement l'information, qu'ils sont en train de travailler sérieusement pour présenter un dossier solide. Ils veulent pas commettre la même erreur avec Laurent Gbagbo, amener quelqu'un à la CPI et puis la personne va rentrer par là en Côte d'Ivoire, c'est combien. Donc Laurent Gbagbo a été un exemple, il ne voudrait pas répéter une deuxième fois le même exemple. Donc c'est pourquoi ils ont commencé dès à présent à récolter des informations sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Cela, vous avez vu aussi beaucoup d'Ivoiriens qui ont parlé de l'évacuation d'urgence du vice-président. On va en parler. Mais avant, permettez-moi d'abord de dire à tous et à toutes, merci infiniment merci à toi, ma chérie Clemsia. Merci infiniment à tous ceux qui nous font confiance. Je répète une dernière fois. Keïta Cheikh Oumar n'est pas celui qui consulte. Je ne consulte personne. Quand vous venez à moi, vous venez avec des informations émanant de votre médecin traitant, à qui, bien entendu, après avoir demandé de faire tel ou tel examen, telle ou telle analyse, tel ou tel scanner, peut vous dire, voilà le diagnostic de votre situation, de votre état de santé. Vous avez telle ou telle maladie. Les maladies sont nombreuses. Aujourd'hui, j'ai parlé par exemple avec une dame, je vous jure que ça m'a laissé un peu perplexe. Quand elle m'a décrit sa situation, ça m'a laissé sans voix. Et la question, je sentais le désespoir. Monsieur Keïta, est-ce que vous pourrez m'aider? J'ai dit, la chose que je demande à tout le monde, c'est de ne pas perdre la foi. Je dis, garde la foi. Nous, on va vous traiter et Dieu va vous guérir. C'était comme un ouf de soulagement. Tu pouvais entendre le cœur qui était apaisé avec son mari. Donc, ce que je peux vous dire, on ne peut pas tout traiter. On n'est ni charlatan, ni marabout, ni magicien. Mais par la grâce de Dieu, on propose nos services et on a des résultats par moments qui dépassent même l'attendement, souvent qui vont même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et si vous avez des problèmes de santé, venez à nous, on ne sait jamais.
Mais ne venez pas à Keita. Ah, je vais venir chez toi, t'as me consulter. Moi, je te consulter pourquoi? Est-ce que je t'ai dit que je consulte quelqu'un? Je consulte personne. Je répète, je ne consulte personne. Je ne consulte personne. Et quand vous donnez mon numéro aux gens, à cause de Dieu, prenez le temps de bien expliquer ce que Keita dit. Parce que quand vous donnez mon numéro aux gens, ils appellent souvent, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont appelés. Et vous ne rendez pas service à ces gens-là. Parce qu'ils viennent avec des informations erronées. Et quand c'est erroné, je ne peux pas aider. Je ne suis pas là pour consulter quelqu'un. Je ne consulte personne. Vous venez à moi avec un diagnostic du médecin. Et au regard de ce diagnostic, je vous dis, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je vous propose. Et même au terme du traitement, je vous dis, retournez encore voir votre médecin et refaites les mêmes examens pour qu'on vérifie votre état de santé. Et même encore, quand je suis même convaincu que vous êtes guéri, je ne vous déclare même pas guéri. Je vous dis encore, retournez faire les examens pour que le médecin confirme votre guérison. Donc, je ne consulte point et je ne dis point que vous êtes guéri. Vous venez à moi avec un diagnostic et vous retournez voir votre médecin, c'est lui qui va confirmer votre guérison. Voilà comment je travaille. Donc, je travaille et au commencement avec la médecine et à la fin avec la médecine. Je suis au milieu comme une interface. C'est tout. Vous venez à moi avec des informations précises. Voilà ce que le médecin a dit après analyse. Voilà ce que le médecin a dit après scanner. Voilà ce que le médecin a dit après examen. Je regarde et je dis, ok, voilà ce que je vous propose comme traitement. Ça peut être la drépanocytose, l'hernie discale, l'anémie, comme on appelle les trompes bouchées, cancer de l'utérus, cancer de la prostate, ou hypertrophie de la prostate, insuffisance rénale, cancer, ulcère d'estomac, foie, infection pulmonaire. Il y en a plein. Et vous venez à nous avec vraiment des informations précises et je vous oriente par rapport au traitement que je vous propose. S'il vous plaît. Et par la grâce de Dieu, nous avons d'excellents résultats aujourd'hui. Je dis bien d'excellents résultats. Et souvent même, les médecins même sont étonnés des résultats que nous obtenons. Quand ils vous déclarent au stade terminal, on ne peut rien faire pour vous, nous on vous récupère et on dit Dieu est là. Dieu est là. Et puis nous on vous soigne. Et puis le médecin vous regarde, il est étonné. Lui qui vous a donné 2 mois, 3 mois, il est étonné. Et souvent même là, vous vivez plus longtemps que lui-même. Lui-même qui vous a dit, mon ami, arrêtez de poser les questions là, et puis écoutez quand on vous parle. Tu es dans quel pays là? Ça veut dire quoi ça? Il faut écouter quand je parle. Donc, le médecin même qui vous a donné 2, 3 mois, vous vivez plus longtemps que lui-même. Après vous allez voir, je vais voir mon médecin, il y a quel médecin, le médecin, ouf, il a cassé la pipe. Et puis toi tu vis encore. Grâce à Dieu, grâce à nos produits. Alors, donc c'est le 223 72 77 47 88. Je répète, 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. Vous laissez un message et on vous répond. Je dis bien laissez message, j'ai pas dit appeler. Je parlais d'une dame tout à l'heure, elle n'a pas appelé. Elle a laissé un message avec son mari. Quand j'ai vu le message tout de suite, automatiquement j'ai appelé. Parce que le message était tel que je ne pouvais pas répondre juste. Il fallait que j'appelle et puis parler à la dame. Parce que le message était vraiment, la situation était compliquée. Voilà. Donc, vous prenez le numéro, c'est le 223 72 77 47 88. Vous laissez un message et puis je vous réponds. D'accord? Ne venez pas à moi pour dire je te consulte. Keita ne consulte pas. Ce sont les médecins qui vous consultent. Lui, il travaille sur les résultats des consultations des médecins. D'accord? Merci beaucoup. Alors, on vient en Côte d'Ivoire rapidement. C'est la partie là même qui est gâtée, la même qui j'aime. Alors, avant de parler de ce monsieur, il y a un élément que je voudrais vous faire écouter. Ici, donne-moi une seconde, je vais revenir rapidement là. Non, là, 10, donne-moi une seconde. Voilà. Chers journalistes, écoutons. La Côte d'Ivoire est un État de droit, un État démocratique. C'est à ce titre qu'il garantit à tous et à toutes cet État, dis-je, à chacun, bien sûr. Est un État de droit. Je veux que tout le monde écoute bien l'idiot quand il parle, la bêtise humaine, la malédiction de Tanda, la malédiction de Bondoukou, la vermine, le raté, le crasseux, le crapuleux, la merde, l'ordure à Dumani. Écoutez-le. Quand Dieu va frapper ce régime, et Dieu frappera ce régime,
À Djoumani, le jour où ils vont l'arrêter, vous avez vu le coup de Guy Robert. Il y a des ministres qui, quand on les a menés au camp à Kouedo, à Agban, certains ministres, on allait les prendre dans leur peignoir chez eux. Mais le jour que le RHDP va tomber, à Djoumani, il n'y aura pas de peignoir. À Djoumani sera dans son petit calba. Vous savez ce que ça signifie en Côte d'Ivoire quand on dit petit calba. À Djoumani, il sera en calba. Ils vont le mettre en calba et puis le filmer devant les Ivoiriens. Celui qui avait la grande gueule. Arrête-moi tes petits là. Celui qui avait la grande gueule. Celui qui disait n'importe quoi. Celui qui attaquait n'importe comment. À Djoumani. Ils vont le filmer en calba. Les Ivoiriens vont le voir. Non pas parce que c'est ce que nous souhaitons, mais il prépare lui-même le terrain pour être présenté ainsi. Pour quelqu'un qui a vécu le coup d'État de 99, il aurait dû comprendre que c'est important de parler avec modération quand on est au pouvoir. Voilà quelqu'un qui était au pouvoir avec le PDCI et il sait ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il est plus mal élevé, plus bête, plus idiot, plus sale, et dans le comportement, et dans la moralité, et dans la vie. Il est la bêtise, l'impureté et la saleté au sein du RHDP. Moi, je peux même comprendre Touré Mamadou. Parce que Touré Mamadou, il a toujours été RDR. Je peux comprendre Cissé Babongo, je peux comprendre les autres. Mais à Djoumani, c'est les Adjoumani là qu'on appelle enfant bâtard, enfant adultéré. Parce qu'il est bâtard, celui qui a renoncé à son père, le PDC-RDA. L'idiotie par excellence, la malédiction personnalisée et personnifiée. Je répète, il est la honte du Tanda, l'humiliation de Bordoko. Mais attendez, Adjoumani est trop pressé, nous on n'est pas pressé. Nous attendons parce que les choses vont se préciser à partir d'un certain moment. L'homme est pressé, Dieu n'est pas pressé, c'est pourquoi on dit le temps est un autre nom de Dieu. Je prends le temps de parler de cette vermine, cette merde, cette canaille, cette pourriture appelée Adjoumani. Je prends le temps de parler de lui parce que Dieu réserve quelque chose d'extraordinaire à Adjoumani. Je répète, vous n'êtes pas obligé de croire à Keïta, mais Keïta vous demande de marquer la date d'aujourd'hui et ce qu'il dit d'Adjoumani. Parce que vous allez voir ça de vos propres yeux. On va écouter. La liberté d'expression et le libre exercice de ses droits fondamentaux. C'est donc au nom de cette liberté que l'opposition est autorisée à organiser des rassemblements. Voilà un bâtard qui oublie très vite qui il est. Que l'opposition est autorisée. L'expression, c'est quoi? C'est qui mon fils, tu vas voir. Alors, il se dit que l'opposition est autorisée. Vous voyez, la bêtise humaine, la malédiction, l'idiotie. Dans une seconde, il faut aller dire ça ailleurs là-bas. Donc, je répète, cette canaille, il dit c'est au nom que l'opposition est autorisée. C'est, d'abord, c'est la méconnaissance de la Constitution, c'est la méconnaissance du fonctionnement des partis politiques, c'est la méconnaissance même de l'exercice qu'on appelle qui est un droit. Je dis, mais qui est un droit. Alors, quand c'est un droit, est-ce qu'on vous autorise? Non. Je pose question, c'est lui qui dit qu'il est allé à l'école, c'est lui qui dit ingénieur des animaux, c'est lui qui est ministre des animaux. Moi, je pose une question. Ce qui est un droit, est-ce qu'on vous autorise ça?
ce qui est un droit. Est-ce que vous avez besoin d'autorisation pour ce qui est un droit? Non. Vous informez l'autorité compétente pour exercer votre droit. Mais l'autorité compétente ne vous donne pas l'autorisation d'exercer votre droit, puisque c'est déjà un droit. C'est un acquis. Et le droit ne se négocie pas. Par courtoisie, par respect, vous informez. Le bâtard qui se dit porte-parole, est-ce qu'il comprend français? Est-ce qu'il comprend français? Alors, voilà des idiots comme ça, là, qui croient que parce qu'ils sont là, ils parlent au nom d'Alassane Ouattara. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avant de commencer mon direct. Alassane est en train de former la médiocrité politique en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est en train de former la médiocrité politique en Côte d'Ivoire. Adjoumani, on vous autorise, on n'autorise pas, idiot Adjoumani, on n'autorise pas. C'est un droit. Et le droit, l'opposition informe l'autorité compétente. Et c'est par courtoisie républicaine que l'opposition discute avec le pouvoir en place. Je répète, c'est par courtoisie républicaine que l'opposition discute avec le pouvoir. L'idiot, il croit que c'est, on vous autorise. C'est comme si le pouvoir dit non. Mais si le pouvoir dit non, ce qui va s'en suivre là, c'est le pouvoir qui que l'idiot dit on ne nous autorise pas, petit bâtard Adjoumani, maudit Adjoumani, mal élevé Adjoumani, idiot et inculte. C'est un inculte moral, un inculte politique, et c'est un idiot comme ça qui est porte-parole. Est-ce qu'il comprend le français? Il comprend le français. Il allait dans quelle école? Moi, j'ai toujours dit, faites vos bêtises là, vous arrivez à Keita, vos sales gueules là, je vais vous brosser, puis je vous mets. Donc, écoutons encore la bêtise humaine. C'est ainsi également qu'en l'espace d'une semaine, l'opposition coalisée au sein du Fonds commun PPAC-PDC. Alors, vous savez ce qui est intéressant ici? La bêtise appelée porte-parole du RHDP, il a les yeux rivés sur son papier. Un papier qui a été rédigé qu'on lui a donné. Comme un porte-parole n'est pas en mesure de parler, main levée, sans regarder un papier. Moi, je m'assois devant vous pendant des heures, je parle, sans tenir un bout de papier. Mais la bêtise là, pourquoi? De tout, allez-y regarder, comment j'ai qui ça? Les rendez-vous du RHDP. Allez-y regarder ça, les rendez-vous du RHDP. Allez regarder cette merde, ce papier est en train de lire. Donc tu ne sais même pas ce qui s'est passé dans ton propre pays si tu ne lis pas papier. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé en l'espace de 2 semaines si tu ne lis pas papier. You gotta be killing me. Écoutons. A pu tenir 2 manifestations à Yopougon, à savoir une marche le 9 août et un meeting samedi dernier. Les forces de l'ordre, que je voudrais saluer au passage, ont encadré de la plus belle manière ces 2 manifestations pour empêcher tout débordement. Ce que nous regrettons en revanche et que nous condamnons, c'est la rhétorique guerrière, la violence verbale, les propos xénophobes, la défiance aux institutions de la République, la menace de boycott actif et de déstabilisation qui ont fusé de ces rassemblements du couple PPAC-PDC. Ouvertement et la main sur le cœur, ils ont juré d'empêcher la tenue du scrutin du 25 octobre si leurs candidats ne sont pas retenus. Et pire. Donnez-moi une seconde, d'accord? Permettez-moi, hein? On revient ici rapidement. Permettez-moi une seconde, s'il vous plaît. On va revenir ici rapidement. Ici, écoutons ça. On va aller en langue américaine. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en français. Le monsieur qui parle ici, il s'appelle Kone Zakaria. Il est colonel de son état au sein des forces armées de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui parle. On se rappelle que le soi-disant président Ouattara, en 95, quand la loi s'est appliquée, il a dit au moment opportun, je vais frapper ce régime, il va tomber comme un poisson pourri, comme un fruit pourri autant pour moi.
Et le 24 décembre 99, nous étions tous assis, on préparait, hein, le 31, boum, on dit, ouh, le Père Noël est arrivé, boum, le régime de Gbagbo est tombé, de Bédi est tombé. Et puis, curieusement, moi, je suis PDC là même, les hommes de Gueye là, étaient devenus mes meilleurs amis. C'est eux qui venaient me chercher à la maison dans leur 4x4 là. Quand ils arrivent au quartier, quand tout le monde fuit. Parce que quand ils arrivent, ils sont tellement bêtes, boum, bien, avec des mitrailleuses en haut, là, on est venu de CC Keita. Un jour, mon père me demande, il dit, mais, celui-là, tu le connais comment? Il faut laisser ça pas. Non. Ceux-là, ça c'était le 24 décembre 99. Le Père Noël. L'idiot, il était PDCRD à ce jour-là. Mais écoutons le fameux Koné Zakaria, colonel de son état. Voilà ce qu'il a dit quand ils ont lancé la rébellion contre le pouvoir de Koudou Laurent Gbagbo. Et vous avez entendu Adjumani parler. Les gens là, ils ont cerveau de moineaux. Écoutons ça. Écoutons ici. Attends, voilà, Et dit, ils ont fait une réunion entre eux. Et ils ont dit, Ibrahim, on va venir pour renverser le pouvoir de Koudou Laurent Gbagbo. Mais si on renverse le pouvoir, tu ne seras pas président. Ça, c'est Zakaria qui dit. Alors, vous avez entendu ce qu'Adjumani a dit. Vous avez entendu Adjumani parler. Mais là, mais attention, ne me dites pas que ça s'est passé. Non, 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 non. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Ils prétendent aujourd'hui, ils nous parlent aujourd'hui d'institutions. Ils nous parlent aujourd'hui d'institutions. Mais hier, quand ils ont pris les armes contre ces institutions-là, donc hier, ce n'était pas des institutions. Mais aujourd'hui, comme c'est eux, ce sont des institutions. Alors, mais quand vous avez vécu ça, quel doit être votre rôle? Pourquoi je fais passer? Parce qu'ils n'ont pas retenu les leçons. Pourquoi je fais passer? Parce que hier, ils se sont attaqués à des institutions. Hier, ils ont pris des armes pour tuer des Ivoiriens. Mais ils n'ont tiré aucune leçon. Tout ce qu'ils veulent, que la volonté du maître à penser, de la pensée unique, le criminel sanguinaire, voleur, assassin. Je dirais même pas Mossi Draman parce qu'il n'est même pas Mossi. Alors, vous oubliez une chose, quand on parle de Mossi, beaucoup de gens ne comprennent pas. Attention, vous faites de l'amalgame. Le Mossi est un homme intègre. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des gens qui sont, quand vous mentez sur eux, ils sont capables de se tuer eux-mêmes quand vous mentez sur eux. Mais le Mossi est un homme intègre. Draman ne fait pas des Mossi. Quand vous dites, on va installer Gbagbo et puis chasser le petit Mossi, il n'est pas Mossi. Le Mossi est un homme intègre. C'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Le Mossi, je le répète, est un homme intègre. Voilà pourquoi Sankara a parlé de Burkina Faso, le pays des hommes intègres, parce que le Burkinabé est un homme intègre. Que cela soit bien compris. Donc ici, ceux qui ont pris les armes hier, qui auraient dû faire tout pour ne pas que l'histoire se répète, aujourd'hui répètent l'histoire et sont ceux qui menacent, oubliant que hier, ils avaient pris les armes. C'est pourquoi c'est important pour moi de rappeler ces faits passés. Ce qu'ils ont fait hier, c'est fondamental. Hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà ce qu'ils ont fait hier. Même si on tue Gbagbo, et là, ce monsieur-là, il est officier supérieur de l'armée. C'est pourquoi il lui avait été demandé. Ils n'ont pas tué Gbagbo en 2002, septembre 2002. 19 septembre 2002. Le mois prochain. Ça fait 23 ans de rébellion, c'est pas ça? Mais en 2011, Alassane Ouattara a réitéré son appel ou sa volonté que Gbagbo soit liquidé physiquement. Ce que la rébellion n'a pas réussi à faire, Alassane Ouattara a réitéré en demandant que Gbagbo soit liquidé. Et c'est comme si Soro Guillaume avait l'intuition que Gbagbo allait être tué. Il a demandé à Ouattao. Ouattao n'était pas parmi ceux qui étaient à la résistance. Non, non, non. Ils ont fait ça, c'est Soro qui, de là où il était, il a demandé de Ouattao où tu es, je m'en fous de savoir où tu es.
Laisse tout tomber tout de suite à la direction. Va tout de suite à la résidence présidentielle. Je ne veux pas que quelque chose arrive à Gbagbo Laurent. Mais Ouattara a expliqué comment on l'a tapé, comment il a reçu des coups de la part de ses propres frères d'armes rebelles qui voulaient absolument liquider Laurent Gbagbo. Parce que c'est l'ordre que Ouattara avait donné depuis l'hôtel du Golfe. Tuez, dès que vous voyez Gbagbo Laurent, abattez-le. Mais c'est Ouattara. C'est pourquoi Ouattara a été le premier à être liquidé par Alassane Ouattara. Vous voyez que la mort de Ouattara, là, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en avril 2011. Le 11 avril 2011, je vous ai dit que Ouattara est un homme, il est masochiste, criminel. Keïta a inventé, je suis devenu Kadia Kamara bis, ne cherchez rien. Taisez-vous, laissez Keïta parler, ne cherchez pas. Hein? Keïta dit français, c'est pas pour lui. Il mélange comme il veut, et puis c'est terminé. Ouattara a réitéré celui-là. Mais moi, je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un ici. Ouattara a parlé. Ouattara a dit, Soro Guillaume l'a appelé pour dire où tu es Ouattara, va, que rien n'arrive à Gbagbo. Mais Soro savait que les gens voulaient liquider Gbagbo. C'est pourquoi j'ai dit, Soro qui a trahi Gbagbo, après s'est racheté. Parce qu'il a refusé de reconnaître que Gbagbo a gagné. Et quand il a vu que les choses allaient mal, il a fait tout pour moi se sauver la vie de Gbagbo. Et Dieu l'a utilisé une deuxième fois pour sauver la vie de Gbagbo. Parce que si Ouattara n'y était pas, on allait tuer Gbagbo pour dire qu'il tentait de faire quelque chose. Ils allaient tuer Gbagbo tout de suite. Donc Ouattara est parti. Et les gens étaient étonnés de voir Ouattara sur le terrain, parce qu'il n'était pas dans l'équipe. Il arrive tout de suite. Comme on le connaît, il dégage tout le monde et puis va. Il enlève son gilet et puis met à Gbagbo Laurent. Il met son truc, casse tout ça là. Et puis ils ont fait. Mais c'était pas fait pour rien, c'était pour épargner la vie de Gbagbo Laurent. Donc, quand ce bâtard-là vient nous parler, à Dioumani, défier les institutions, bâtard que tu es, tu as oublié ce que vous avez fait à Laurent Gbagbo. Tu as oublié ce que Bédi a subi. Tu oublies ce que le PDC est en train de subir. Mais à quel blé, fait? Parce que ton fils bâtard qui est en France là-bas, là, qui vit avec l'argent des Ivoiriens, il mène la belle vie comme un fils de prince. Toi, tu as quel argent pour faire vivre ce tu en France là-bas, si c'est pas l'argent pour voler des Ivoiriens? Moi, Dioumani, vous oubliez vite. Élection, là, à Dioumani, il n'y aura pas élection. On te dit en même temps, élection, là, tu n'as rien vu encore. On va écouter encore Zakaria avant de clore, ici. Ça, c'est l'Ibé qui parle, l'Ibé qui est mort. Il dit, c'est lui qui parlait avec tous les militaires dans les différentes casernes. Il quitte au Burkina sur sa moto avec Soro Guillaume et c'est lui qui parlait aux militaires et aux militaires. Quand les bâtards nous parlent d'institutions, aux menaces, ça c'était quoi? Dioumani, merde que tu es, pourriture de merde que tu es. Ça c'est quoi? Comment vous appelez ça? Mais tout ça, vous croyez que Gbagbo ne le savait pas? Gbagbo le savait. Mais pourtant, il n'a pas voulu ce que vous auriez voulu faire de lui. Lui, il n'a, attendez, écoutons ça, écoutons-le une dernière fois. Écoutez bien. Ibeki, c'est lui qui, avec le soutien de ses amis, a financé la rébellion. On a entendu Ibeki dire ça même à Abobo en 2011. Mais ce que Zakaria est en train de dire ici, ça, c'était en 2002. Il dit, Ibé n'a pas donné, Ibé n'a rien donné. Mais maintenant, écoutons bien. Qui a donné alors les armes? Qui a financé? Ah, c'est le Dozo qui parle, écoutons.
C'est lui qui a fait entrer toutes les armes à partir du Burkina Faso avec la complicité de Blaise Compaoré. C'est lui qui a fait entrer les armes en Côte d'Ivoire jusqu'à Abidjan. Et ceux qui devraient faire ce coup-là, c'est-à-dire ceux qui devraient attaquer les différents camps militaires, gendarmerie, Abidjan, donc lancer l'opération le 19 septembre 2002 pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il dit c'est lui qui a tout fait. C'est lui. Mais alors, quelqu'un qui confesse que c'est moi c'est moi qui suis à l'origine de la déstabilisation des institutions. Mais celui-là, au lieu qu'il soit en face de la justice pour rendre compte, au contraire, il est promu colonel des forces armées de Côte d'Ivoire. Il est là. Adjumani Batara Djou. Nyamoko Fali Djou. Adjumani Dangade Djou. Adjumani. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Est-ce que vous avez tiré les leçons de tout ça? Non. C'est pourquoi vous allez échouer. C'est pourquoi 2025 là, c'est votre last stop, c'est fini. Vous n'irez nulle part après ça. 2025 là, votre sort est déjà scellé. Parce que vous, les Ivoiriens, vous ont maudits. Vous avez tué. Vous ne vous êtes pas repentis. Et c'est vous qui nous parlez d'institutions. Voilà la déstabilisation qui est là. Vous avez entendu. C'est Alassane Dramane Ouattara qui nous a donné les armes. C'est Alassane Dramane Ouattara qui nous a financés. Mais le même Alassane Dramane Ouattara, curieusement, voilà ce qu'il dit. Il dit, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui utilise mon nom. Ah, Ouattara, attendez. Il dit, il comprend pas, il y a quelqu'un qui utilise son nom. Lui n'a rien à voir dedans. Hein? Lui, Alassane Ouattara, il n'a rien à voir dedans. Hein? Alors, je vais pas le loin, hein? Je vais vous montrer, je vais vous faire juste écouter ça. Lui, Alassane Ouattara, voilà ce qu'il a dit. Parce que là, c'est très simple. Bon, on va pas remonter jusque à tous ces trucs-là. Mais où il est Alassane Ouattara lui-même? Où il est le monteur Ouattara? Donc, il dit, oh là 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 là, où est ça, Alassane Ouattara? Oh là là, j'ai un peu perdu là. Je suis un peu perdu. Je voulais bien vous faire écouter cette partie intéressante d'Alassane Ouattara. Où Ouattara parle? Je vais voir si je peux retrouver la petite partie pour vous faire écouter. Parce que, voilà, c'est ça qui est là. Je crois que c'est ça qui est là. Voilà, c'est ça. Toujours des manipulations. J'entends quand je suis à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion. Par des gens que je connais même pas. Un certain Kodé Zakarian, je l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Mais Alassane Ouattara était le moteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le point étant à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution. Quand on parlait de la succession de M. Bédier, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale
qui devait président de la République. Clair. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était... Alors cette partie-là, le bâtard d'Adjoumani, où il est, le maudit, saleté, pourriture, merde que tu es, viens répondre ici. Alassane Ouattara, il a dit quoi par rapport à l'article 11 qui était clair? Qu'est-ce qu'il a dit? Alassane Ouattara dit quoi? Ben je comprends pas, j'ai envoyé l'interprétation à Paris pour que Paris me donne son avis, et puis je... Tu vois, maudit, voilà ce qu'il voulait faire, Alassane Ouattara. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Écoutez Eh ici. bien, à la mort du président Hossein Boigny, le même Ouattara, qui était premier ministre, M. Hossein Boigny, en relation, en complicité avec un de nos amis pères à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. Donc, Ouattara voulait empêcher, la toute première fois, il voulait empêcher l'application de la Constitution. Ça, c'était avant la rébellion. Nous sommes en 1993, juste après la mort d'Oufoué. Il appelle Fologo? Non. Et alors, Adjoumani, bâtard que tu es, saleté que tu es, pourriture que tu es, merde que tu es. Si tu as mangé ta cervelle, nous, on a encore nos sens là. C'est pourquoi vous n'allez pas réussir dans ce que vous faites. C'est pourquoi après 15 ans de pouvoir, vous avez échoué pathétiquement et lamentablement en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous menacez les gens. Vous les attaquez. Moi, Bion, c'est un petit, excusez-moi, Bion, ça c'est la merde de Dieu. Moi, je ne vais pas perdre mes unités. Parler de Bion. Parler de Bion, je ne peux pas, excusez-moi, je ne peux pas perdre mon temps parler de Bion. Parce qu'il n'en vaut pas la peine. Je ne peux pas perdre mon temps pour parler de Bion. Alors, ceci dit, on va, donne-moi une seconde, je vais rapidement au niveau de, rapidement ici, voilà. Je vais voir ce que je peux, rapidement, hein, on va aller. D'accord, voilà. Merci. Alors, donc, moi, je vais pas perdre mon temps pour parler de Bion parce qu'il n'en vaut pas la peine. Dieu merci, on vient de couper là, comme j'ai installé des super trucs là, la qualité. Tu as décidé de trucs, il y a quoi même? Donc, comme je le disais, moi, je vais pas accorder de l'importance à Bion parce qu'il n'en vaut pas la peine. Je ne vais pas accorder cette importance à Bion parce qu'il n'en vaut pas la peine. Je vais être clair avec vous. Il n'en vaut pas la peine. D'accord? Parce que, quand la maison brûle, il faut regarder les intérêts. Est-ce que Bion lui-même, là, s'il a sa tête en place, quand il regarde les conditions dans lesquelles on veut organiser l'élection, est-ce que lui, Bion, quand il regarde lui, même si on met le dernier de la classe au RHDP face à Bion, il va jamais gagner ces élections-là. Telles que les choses sont, si on place le dernier de la classe, Bion ne peut même pas gagner. Bion ne gagnera même pas 1%. Donc, il se perd, il se blague, on n'a pas son temps. Parler de lui, c'est lui donner une importance qu'il n'a pas. Et moi, tous ceux aujourd'hui qui vont perdre le temps à vouloir créer cette cacophonie au sein de l'opposition, moi, je ne vous passe même pas, je ne vous regarde même pas. Donc, vous avez entendu, on n'a pas fini avec le RHDP, faites-moi confiance. La partie intéressante, on n'a pas encore fini avec, on va revenir. Mais pas aujourd'hui. Je voulais juste planter le décor avec Adjoumani. Quand les gens menacent pour dire que l'opposition veut faire ceci, il est bon que les Ivoiriens se rappellent de ceux qui disent que l'opposition veut s'attaquer aux institutions. Mais qu'est-ce que eux-mêmes ils ont fait par le passé? Qu'on se souvienne de leurs actions, qu'on se souvienne de leurs faits, que les plus grands déstabilisateurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire se trouvent au sein du RHDP et non pas dans l'opposition. C'est Gbagbo qui a été victime et c'est le PDC de Bédié qui a été victime. Aujourd'hui, c'est ceux-là qu'on accuse de vouloir déstabiliser. Pathétiquement honteux. Moralement indécent. Et est-ce que ceux-là peuvent nous apprendre quelque chose? Pas du tout et rien du tout. Donc, fiers Ivoiriens, nous allons continuer à mener ce combat parce que le combat, il est noble. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ces voleurs qui sont au pouvoir. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ces escrocs qui sont au pouvoir. Ces gens qui ne pensent qu'à leur gosier, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, évidemment. Ils vont toujours parler croyant qu'ils sont dans la vérité, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils sont loin de la vérité.
Merci beaucoup à toi, Miyagi. Ils ne sont pas. Ils ne sont ni dans la vérité, ni dans la révélation, ni dans le fait. Vous n'avez qu'à regarder leur gestion. C'est le goudron qu'on montre aux gens. Non, on est d'accord? Alors pourquoi Touré Mamadou est à l'extérieur pour se soigner? Si vraiment ils ont bien fait, mais c'est Touré avec sa gueule, ce PD qui parle, mais il n'a même pas honte. Il se fait soigner à l'extérieur, Touré Mamadou. Il devrait être fier pour se soigner en Côte d'Ivoire. Le vice-président, il est où en ce moment? En Belgique ou en Suisse pour se faire soigner, c'est pas ça. Mais pourtant, il aurait dû être soigné en Côte d'Ivoire. Vous regardez deux choses que Dieu interpelle les Ivoiriens. Vous regardez le PD qui parle des exploits de son président. Alors pourquoi il va se faire soigner à l'extérieur? Nous voudrions que les Ivoiriens réfléchissent à cela. Pourquoi Touré Mamadou va se faire soigner à l'extérieur? Ivoiriens, réfléchissons. S'il va se faire soigner à l'extérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas de structure sanitaire, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de plateau sanitaire adéquat pour soigner Touré Mamadou. Et c'est lui qui nous parle à longueur de journée des performances de son soi-disant président. Il a échoué à Alassane Ouattara. Pourquoi Touré Mamadou se fait soigner à l'extérieur? Pourquoi le vice-président se fait soigner à l'extérieur? Ici au Mali, aucun de nos responsables ne se fait soigner à l'extérieur. On n'a pas les mêmes avantages que la Côte d'Ivoire, mais personne au Mali ne sort au sein du gouvernement pour aller se faire soigner à l'extérieur. Si vous en connaissez, je serais ravi d'avoir le nom de la personne. Ils ont échoué. Vous avez échoué, et ça suffit pour mener notre campagne contre vous. Pourquoi la maison de Ouattara est médicalisée, ses avions sont médicalisés, il va se faire traiter à l'extérieur, mais pas en Côte d'Ivoire. Voilà un président qui dit, notre cher Côte d'Ivoire, j'aime la Côte d'Ivoire, tu aimes menteur, tu aimes l'argent des Ivoiriens, mais tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Tu aimes l'argent de la Côte d'Ivoire, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Nous, on se soigne ici. En Côte d'Ivoire, et au Mali, au Burkina, au Niger, personne ne va se soigner à l'extérieur. On se soigne chez nous. Posez la question à cette merde d'Adjoumani, où est Touré Mamadou? Où est le vice-président? Alors, on a une réponse pour eux. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Les attaques contre Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, je vous en prie, ne soyez pas pressés. Keïta prend son temps pour faire chaque chose. Je devais d'abord planter le décor. Et ensuite revenir avec une certaine violence contre Adjoumani. Et quand je vais finir avec Adjoumani, il va aller attendre à poser la question si vraiment sa maman c'est sa maman ou son papa c'est son papa. Parce que quand je vais finir avec lui là, Tanda même va dire qu'Adjoumani était bâtard. C'est pas moi, mais Tanda va le dire. Parce qu'il ne comprend. Quand je vais finir avec Adjoumani, il va vomir le micro. Dites à Adjoumani, quand je vais finir avec toi, tu vas vomir le micro. D'ici là, on garde le contact. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par nos différentes prestations, nos différents produits, c'est le 223 72 77 47 88, une dernière fois, 223 72 77 47 88. On garde le contact. On n'a pas fini avec Adjoumani, on va revenir. On va revenir. D'ici là, portez-vous bien. À toi, ma chérie Clemcia, bonne soirée, bonjour à toutes et à tous. D'accord? Il faut que j'aille rapidement commencer à préparer vos livraisons pour demain. Voilà, il y a tellement de livraisons. Il faut que j'y règle ça rapidement. Allez, bye bye.